Bonjour. Waouh. Donc je pense que vous m'entendez bien. Je ne veux pas non plus vous casser les oreilles. Bienvenue dans ce tuto donc, qui est consacré à piloter la réalisation d'un film de motion design. Petite caractéristique, je ne vais pas, contrairement à pas mal de tutos qu'il y a dans la journée, vous présenter un outil, mais plutôt de la méthodo et des bonnes pratiques, des bonnes questions à se poser quand justement on veut faire un film de motion design. Je suis Loïc Legac, je suis le président et fondateur de Syncovery. Nous ne sommes pas une agence de motion design. Ça peut paraître bizarre vu le thème. Notre métier principal, c'est d'être une digital learning agency. Donc notre boulot, c'est de fabriquer des parcours de formation en ligne pour les entreprises, les académiques, voilà, toutes sortes d'institutions. Et puis aussi d'auto-fabriquer nous-mêmes des parcours de formation qu'ensuite on vend sur étagère. Voilà, donc on fait des MOOC, on fait des SPOC pour ceux qui connaissent ces termes barbares. Et bien entendu, aujourd'hui, quand on fait du digital learning, il y a souvent de la vidéo, ce qu'on appelle le vidéo learning pour faire plus chic. Et quand on fait de la vidéo, ben, on aime bien aussi enrichir ces vidéos avec du motion design pour souligner le propos pédagogique, voire faire des films intégralement en motion design avec voix off. Donc c'est quand même quelques bonnes raisons d'être ici parce que depuis la création d'entreprise, on a dû réaliser à peu près un peu plus de 2000 films avec du motion design. Donc effectivement, on a un petit peu de pratique et de recul sur le sujet. Voilà. Ouais, du coup, c'est moi qui la mets maintenant. Hop. On va partir sur du bon sens pendant toutes ces 30 minutes qu'on va passer ensemble. Tout simplement en reprenant une par une les questions qu'on peut se poser effectivement quand on va réaliser un film de motion design. Donc la première question de base, au passage d'ailleurs on ne se la pose pas forcément tout le temps et c'est un tort, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que je vais faire un film de motion design plutôt qu'autre chose? Si la réponse c'est parce que c'est à la mode ou parce que c'est chouette, je pense qu'il faut un petit peu creuser parce que ça ne veut pas dire forcément qu'on va faire un film de qualité derrière. J'ai essayé de lister les 4 principales raisons ici. La première, c'est la facilité par rapport à la vidéo. Bah, effectivement, faire de la vidéo, dès lors qu'on veut mettre en scène des personnages, bah, c'est du travail de repérage, c'est du travail de répétition avec les comédiens, c'est beaucoup de travail d'écriture. Le motion design permet de virtualiser des choses, donc de les représenter peut-être un peu plus facilement. Autre intérêt, bah, quand on veut montrer un truc technique, petit, en vidéo, c'est très compliqué. En motion design, on va pouvoir le détailler. Hein, petite raison évidente, mais c'est bien de les rebalayer. Donc ça sert, effectivement, c'est plus facile que de la vidéo, ça permet de mettre en scène des situations, donc de mettre en scène des jeux de rôle, et d'expliquer des choses complexes. Hein, le motion design permet de déplier, permet de décortiquer, permet surtout de conceptualiser, ce que ne permet pas la représentation, le fait de faire un film de la réalité directement. Voilà les 4 grandes raisons qui, à mon avis, président au fait de partir sur la réalisation d'un film de motion design par rapport à un autre média qui est la vidéo. Je vais peut-être enfoncer les portes ouvertes pour plein de gens, hein, mais je ne sais pas ce que vous savez à l'avance. On va rebalayer également, c'est quoi le motion design? Donc motion design, c'est des animations, hein, c'est du dessin animé si vous voulez. On en trouve aujourd'hui plusieurs types sur le web. Je voudrais qu'on les balaye ensemble. Donc les 4 grands types, c'est ce qu'on appelle le flat design, ce qu'on appelle l'ISO, l'isométrie, et ce qu'on appelle les films en 3D, et la whiteboard animation. Le dernier d'ailleurs, il a plein de noms, j'ai entendu désigner par plein de noms, et celui-là fait à peu près consensus. Alors qu'est-ce que c'est que le flat design? Le mieux, je pense, c'est d'en voir un exemple, et puis je vais le commenter tout de suite après. Alors, on n'aura pas le temps de voir toutes les vidéos en entier, donc je vais très vite les couper. Voilà, donc ça c'est un film qui est consacré à l'agroforesterie, et qui avait pour objet, effectivement, d'expliquer les mérites de l'agroforesterie pour une diffusion mondiale. D'où le fait qu'il soit en anglais, d'ailleurs, de base. Il y a un petit peu de son, normalement. Voilà, donc là, on est effectivement, pourquoi en flat design? Parce que bah, tous les dessins sont à plat, tout bêtement. Donc on travaille sur une représentation à plat au niveau du dessin, ce qui a des conséquences en termes de délai de production et de complexité de la production. Même si là, on est sur un film où il y a quand même pas mal de boulot par rapport à d'autres films de motion design qu'on peut voir sur le marché. Deuxième format qu'on va pouvoir trouver dans le monde du motion, ce qu'on appelle l'isométrie.
Ça a l'air de marcher. C'est bon. Donc isométrie, pour ceux qui ont des vieux souvenirs, il y avait une publicité d'Areva qui était très représentative en matière d'isométrie. Voilà, là on donne l'impression qu'on est en 3 dimensions. On reste en fait dans un design 2D au niveau des technos, mais on donne une simili-sensation de 3D. Ça, c'est ce qu'on appelle l'isométrie. Troisième type de format. Là, on est sur de la véritable 3D. On le voit aux ombres portées, on le voit aux dessins et aux perspectives qui sont réalisés. En l'occurrence, c'est un film qui a été fait pour le groupe Bolloré sur sa chaîne logistique. Bolloré Logistics guarantees results and operational excellence. Et enfin, dernier format, on va y arriver, la whiteboard animation, assez populaire en ce moment. Je vous ai mis la vidéo, une des vidéos les plus connues en la matière, parce que dans le domaine de l'e-learning, c'est celle de Danone. Donc là, le principe, c'est qu'on donne l'impression qu'on est en train de dessiner sur un tableau blanc, d'où le terme de whiteboard animation. Et le dessin se fait au fur et à mesure que la voix off est en train d'expliquer un propos. Voilà les 4 formats que vous avez à votre disposition, principaux. Je les ai mis vous. Alors là, il y a un ordre croissant, celui-là étant un format à part. Pour commenter rapidement, et on y reviendra dans le détail, le flat design est le format qui est le plus simple en fabrication, le moins coûteux, et qui demande le moins de délai. L'isométrie va demander un petit peu plus de boulot, mais on reste globalement dans les mêmes budgets quand on fait de l'isométrie ou du flat design. Simplement, aujourd'hui, on considère que c'est un petit peu daté comme style, mais ça peut être très pertinent. Nous, on l'a fait, par exemple, de l'isométrie, parce qu'on avait un film à faire pour le Bureau de recherche géologique et minière, pour expliquer le fonctionnement des nappes phréatiques. Bon, bah là, ça valait vraiment le coup de faire de la simili 3D. Partir en vrai 3D, on ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que la vraie 3D coûte beaucoup plus cher. On double globalement les délais de production, et on fait plus que doubler souvent les budgets de réalisation. Le whiteboard animation, c'est très à la mode. Voilà. Moi, j'ai je ne sais combien de clients qui ne jurent que par ça, c'est leur première demande, c'est leur première envie. Ah, c'est sympa, c'est cool. C'est vrai, c'est plutôt sympa. Ça donne un. Bon, faut bien le faire, mais ça donne un résultat sympathique. C'est pas très compliqué à faire par rapport au flat design. Simplement, je mets en garde. Il faut bien savoir ce qu'on veut faire. Nous, dans notre métier, par exemple, en digital learning, c'est un format que je déconseille fortement. Tout simplement parce que la whiteboard animation, on fait super gaffe à la main. Puis on a l'impression d'être intelligent quand on regarde le film, on dit ouais, c'est chouette, je suis entraîné. Mais en termes de compréhension, du coup notre concentration est complètement distraite et on ne fait pas du tout attention au contenu et c'est pas du tout efficace d'un point de vue pédagogique. Ça fait un petit effet waouh, donc c'est super en com, très mauvais pour faire de la pédagogie. Ou alors il faut être très prudent et on a tendance en plus, parce que le principe d'utiliser une main oblige à accélérer le rythme du discours. Vous remarquerez que dans les whiteboard animation, la voix off, elle est super speed généralement. Donc il y a une densité de contenu au niveau de la voix qui est extrêmement forte. Donc il y a beaucoup trop de choses à retenir. Donc quand on est dans la pédagogie, c'est un truc qui ne marche pas très bien. Voilà pour ce qui est des différents types. Maintenant, comment on fait? Là aussi, j'enfonce vraiment des grandes portes ouvertes, je fais exprès. Je fais exprès parce que les 2000 vidéos, j'ai eu des clients en face, et que ces portes ouvertes, il fallait en fait vraiment les enfoncer, parce que généralement, on partait pas du tout bien sur ces sujets-là. Le premier point, ça peut vous paraître évident, mais je préfère le réaffirmer. Le point de départ, c'est de savoir quel est son objectif. Et son objectif, c'est pas je veux faire un film de motion design pour parler de ma boîte. Ça, c'est pas un objectif. C'est je veux expliquer comment marche notre logiciel et puis je veux parler aussi de nos mérites et de nos valeurs. Ça, c'est pas non plus un objectif, ça c'est 2 ou 3. Très souvent, les gens, quand ils viennent nous voir pour faire un film de motion design, ils ont en fait 3, 4, 5, 6 messages de com à faire passer. Et donc ça n'aura aucune efficacité si on fait le film avec ces 6 messages. C'est des règles de base de communication. Donc bien travailler et être capable de dire le film, il doit atteindre quoi comme objectif? Première question à se poser, la personne vient de voir le film, qu'est-ce qu'il faut qu'elle ait retenu? On veut que ça ait quel effet sur elle?
Et puis, quel impact, quand on parle d'objectif, il y a un objectif de message, et puis il y a derrière un message, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux qu'elle ait retenu comme impression? C'est plutôt sympa, ils sont rigolos, ils sont modernes, ou à l'inverse, ils sont très sérieux, et puis fiables, l'un n'étant pas forcément incompatible avec l'autre. Et donc derrière, deuxième conséquence, deuxième vraiment préoccupation, je reviens à ma densité de tout à l'heure, je dois définir mon objectif très précisément et je dois surtout me limiter en nombre d'idées que je vais faire passer. C'est le deuxième défaut classique de toutes les personnes qu'on a en face de nous qui viennent nous faire un film de motion design, c'est « j'ai tout ça à dire ». Eh bien, il faut faire le tri, sinon ça ne marchera pas. Ou alors il faut faire 3-4 films. Notre méthode en interne, c'est qu'on considère qu'il n'y a pas plus de 4 idées principales pour faire un bon film efficace. Et c'est grosso modo les standards de mémorisation qu'on constate chez les gens qui vont regarder. Donc ça donne des films derrière. La durée, ça c'est une autre question, ça dépend de votre objet de com, ça dépend d'un teaser, un truc qui doit amener le clic. Bah, il ne faut généralement pas dépasser 30 secondes sur le web. On est un petit peu plus dans le message de com, on va être sur 1 minute 30. Et puis on est sur un propos avec un public captif où on explique, on peut aller jusqu'à 3 minutes sans problème avec un film de motion design. Autre point, ben, on est toujours dans les questions bêtes et simples. Qui? Ça, c'est bien. Il faut bien comprendre qui y a dans la chaîne quand on veut faire un film motion design. Les métiers impliqués. Le premier, c'est celui de rédacteur-concepteur. Donc il y a quelqu'un qui doit prendre la plume, qui doit écrire le texte qu'on va entendre à la voix off, ou le scénario de l'ensemble du film. Un deuxième métier, on va y revenir après, comment ça se passe concrètement. Deuxième métier qui est impliqué, c'est bien entendu le motion designer, c'est-à-dire celui qui sait faire les animations. Puis il y a un troisième métier, alors ça, je pense qu'on n'y pense pas toujours, il y a celui d'illustrateur, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, motion designer n'égale pas forcément illustrateur. Il y a beaucoup de gens qui savent faire des animations, mais qui ne savent pas dessiner. C'est deux métiers différents. Alors, on trouve parfois des gens qui font les deux, mais si on veut créer une illustration originale, il faudra bien penser à ce troisième métier. Et puis c'est pas tout, il y a du monde quand même sur un film de motion design. Il y a aussi un comédien. Parce que la voix off, faut bien que quelqu'un la fasse, et puis il vaut mieux que ce soit professionnel et que le son soit de qualité. Donc ça, on fait appel à un comédien, effectivement, pour dire le texte qui va accompagner le film, le cas échéant. Et puis il y a du sound design. Alors on va me dire, ouais, mais il y a des musiques libres de droit. Non, il n'y a pas de musique libre de droit, ça n'existe pas. Il y a des musiques il y a des banques de musique, effectivement, il faut payer pour avoir le droit de les utiliser sur un film de motion design. Ça n'existe pas, la musique pour laquelle on ne paye pas, sauf si on la fait soi-même. C'est pas très cher, mais il faut y penser. Et puis il y a éventuellement un traducteur, le cas échéant, effectivement, si je veux faire une vidéo qui va être diffusée en anglais et en français, et auquel cas il faudra penser à un deuxième comédien qui va être dans la bonne langue. Voilà pour ce qui est des métiers. Maintenant, on va essayer de mettre tout ça en scène, vous raconter un peu la vie d'un film de motion design. J'y reviens pas, la première étape, on l'a vu. Je définis mon objectif. Une fois que j'ai défini mon objectif, moi j'ai envie de dire que là, on a fait une bonne partie du boulot déjà, mais bon. Le reste va être plus simple. Si on connaît bien l'objectif, on va commencer par faire un cadrage graphique, c'est-à-dire se poser les questions et poser les questions. Alors nous, on va les poser à notre client, savoir sur quel style d'animation on va partir, de l'ISO, du flat design, puis quel style, si c'est du flat design, quelle couleur, quelle tête vont avoir les personnages, s'il y a un personnage à représenter. Donc il y a une charte graphique à définir. Il y a des questions à se poser sur le générique. Qu'est-ce que je mets au générique? Est-ce que je mets le titre? Est-ce que je mets un générique? Est-ce que je fais un carton de fin ou pas? Est-ce qu'il y a une signature à la fin de mon petit film de motion design? Est-ce que je mets une mouche sur le film? La mouche, c'est, vous savez, le BFM, le petit logo qui est dans un coin de l'écran pour marquer. Tout ça, c'est des questions qu'il faut bien se poser en amont parce que y revenir après, ça va bien augmenter le budget et le temps de travail. C'est des trucs assez simples, mais qui sont très souvent oubliés. Une fois que j'ai fait ça, une fois que je sais sur quel style graphique je vais partir, la première tâche, dans notre méthode à nous en tout cas, c'est effectivement de rédiger le script de la vidéo, si vous avez une voix off, c'est-à-dire sinon ce sera juste le scénario, c'est-à-dire d'écrire quel va être le texte, ce que ça raconte. Voilà. Donc ce script-là, c'est la première étape, et c'est la première étape sur laquelle on va se concentrer en validation avant d'aller plus loin. Ça a quoi comme impact le script? Jusqu'à quel point on doit le figer? Simplement le script, pour pouvoir travailler derrière le motion design, il va falloir enregistrer la voix. Et donc une fois que la voix est enregistrée, il faut repayer le comédien une deuxième fois si on doit refaire la voix. Donc il faut bien être d'accord et plus retoucher au script ensuite dans le courant du projet. Donc il faut passer du temps et être bien sûr de ce qu'on valide. Et sur la base de ce script, on va rédiger le storyboard. Le storyboard des animations, c'est-à-dire qu'on va dire à tel endroit... Voilà, voilà ce qui se passe à l'écran en termes de motion design et mettre des planches intermédiaires pour que la personne puisse visualiser ce que sera le résultat du futur film. Un petit conseil là-dessus,
quand je parlais d'un métier de rédacteur-concepteur, là aussi, souvent nos clients me disent « mais moi je vais savoir faire le script, il n'y a pas de souci ». C'est pas juste un métier d'écriture, faire un script de motion design. Ces deux étapes-là sont en partie mêlées, c'est-à-dire qu'il faut une vraie habitude dans la conception de script pour du film, parce que quand vous écrivez votre texte, vous pensez déjà comment ça s'animer derrière. Il y a un rapport étroit entre le texte, le rythme du texte, son séquencement et les animations qui vont venir après. Une fois que vous avez validé le storyboard, ben, je n'y reviens pas, il y a l'enregistrement, il y a le choix de la musique. Je pense que c'est bête de le faire avant parce que tous ces éléments vont conditionner bien entendu le choix de la musique d'ambiance éventuellement qu'on va être sur le film. Et puis une fois que tout ça est fait, effectivement, on va enfin pouvoir partir en réalisation et en vue de produire un film qui sera, si tout va bien, validé par les gens qui vont l'utiliser. Je vérifie que le temps passe pas trop vite. Autre question bête, combien ? Très compliqué. Très compliqué de répondre à cette question. Alors je vais vous parler des prix que j'ai pu rencontrer, pas les nôtres. Hein. On peut, je pense, réussir à se faire un film motion. Alors je ne parle pas des films qu'on fait soi-même avec les Powtoon, Lego Animate. Je parle des films faits par des motion designers. On va pouvoir commencer à avoir un film à partir de 1 000 €, globalement. Et puis ça peut monter jusqu'à 20 ou 30 000 €. Prix moyen d'un film de motion design de 3 minutes dans une grosse agence telle qu'Ava, c'est aux alentours de 15-17 000 €. Voilà, vous trouvez le même dans une agence de motion design un peu plus classique, autour de 5 000, donc ça vous donne une idée des écarts. Donc c'est très large. On va aller un tout petit peu plus loin avant de parler des variables qui influent sur le prix. Pourquoi il y a autant d'écarts ? Bon, il y a la marque, bien entendu. Quand je m'appelle Avas, je peux vendre plus cher et je fais beaucoup plus de marge que les autres. Bon, ils n'ont pas des coûts forcément supérieurs, puisqu'au contraire, derrière, très souvent, ils font bosser des freelances qui payent encore moins cher qu'on ne peut payer nos salariés dans une agence de com classique. Mais bon, ça c'est un autre point. Mais attention dans la fourchette et dans le prix, on a tendance bien entendu toujours à vouloir payer moins cher. Et si on voit quelqu'un vous faire une proposition pas très chère sur un film de motion design, on va se dire chouette. Il y a une solution notamment, c'est de travailler avec des freelances. Voilà. Donc j'ai beaucoup de respect pour les freelances. On a travaillé nous aussi avec des freelances. On a des gens qui sont chez nous titulaires qui étaient des freelances avant. Donc je ne vais surtout pas dire qu'ils font mal leur boulot. Mais un freelance, ça va être un motion designer. Et donc il faut juste être conscient que quand vous allez faire appel à un freelance motion designer, normalement et la plupart du temps, ça n'est pas un rédacteur-concepteur. Ce n'est pas un spécialiste de la com, c'est un spécialiste de la réalisation graphique. Donc vous faites, dans toutes les chaînes, là, dans toute la chaîne de métiers qu'on a vu tout à l'heure, vous n'avez qu'un bout. Donc voilà. Ça explique notamment l'écart de prix entre le 1000, 1500 et le fait de monter tout de suite dans des 3 à 7000, qui est la fourchette de prix relativement raisonnable qu'on peut trouver, hein, entre 3 et 7000 € le film de motion design. Deuxième élément, au-delà de la fourchette de prix, c'est quoi les variables qui vont influer sur le prix? La première, c'est la durée du film, parce que la durée du film a un rapport direct avec le temps de travail du motion designer. Sur tout ce qu'on vient de voir là dans la chaîne de production, celui qui passe le plus de temps, c'est bien entendu celui qui fait les animations et les illustrations. Un film d'environ 3 minutes, c'est un film qui va prendre 5 jours hommes de boulot pour un motion designer en réalisation. Je ne parle pas du temps de charte graphique, je ne parle pas du temps de cadrage avant. Hein. Et je ne parle pas de la gestion des allers-retours derrière. Donc la durée de l'animation va jouer fortement, effectivement, sur le prix au final. Deuxième chose qui va jouer, et je n'y reviens pas, c'est le choix du format. Hein, 3D, ISO. Et au-delà de ça, et ça aussi il faut en être bien conscient, dans vos choix de charte graphique, mais ça c'est le boulot normalement de votre prestataire de vous éclairer là-dessus, on choisit tel ou tel type d'illustration, et ben on va être plus ou moins là aussi dans quelque chose de complexe à réaliser. Ça peut là aussi jouer grandement sur le budget. J'ai pas le temps de vous montrer l'exemple, mais on a fait par exemple un intermédiaire entre le whiteboard animation et le flat design. On a essayé de faire un truc un petit peu original, où on est en fait sur un tableau, l'équivalent d'un tableau d'école, et puis on a comme une craie qui est en train de dessiner des personnages qui sont tous des illustrations originales. Bon, bah ça, en termes de délai, on était sur le double de notre durée de production habituelle.
Donc le choix de l'illustration va aussi avoir un impact sur le prix. Ouais, c'est bon. Pour finir, et puis surtout je vais vous laisser me poser les questions, je suis conscient d'avoir été très très rapide et synthétique. Je voudrais vous montrer juste 2 petits exemples de films. Alors j'ai volontairement pas mis que des films de Syncovery dans tout ce que je vous ai montré, loin de là. Mais là en l'occurrence c'est un film fait par Syncovery. Le contexte économique, les incertitudes qui pèsent en permanence sur la croissance, fragilisent l'environnement dans lequel évoluent vos clients. Cette pression est d'autant plus forte qu'un nouveau type d'actionnaire est présent dans le capital de nombreuses sociétés actionnaires dont les impératifs sont avant tout financiers. En réaction, les entreprises structurent leurs achats et n'hésitent pas à négocier plus durement, à développer de nouvelles approches, location ou recyclage. Cela vous amène à repenser la façon dont vous vous rémunérez, dont vous construisez vos prix et vous oblige à mettre en place une véritable pédagogie liée à la valeur apportée à vos clients et non au coût que vous supportez pour développer vos produits, proposer vos services. Le film jusqu'au bout parce que je pense que c'est plus important que vous puissiez poser vos questions. Je voudrais en montrer un autre juste après. Je l'ai choisi pas totalement par hasard. Il y a une technique là qui est utilisée qui est intéressante et ça, pour moi ça illustre bien ce que je voulais vous dire sur la rédaction et le story. Là on est sur, j'espère que c'était assez visible, on est sur le principe d'un fil qui est en permanence en train de se reconstruire. Bon ça c'est une technique d'animation et d'écriture. Forcément, quand vous avez ça en tête, vous voulez faire une animation qui a ce style-là, parce que ça va donner un côté très très lié au propos, et là on est sur les grandes tendances, et le côté, on voulait, c'est une vidéo pédagogique, c'est pas une vidéo de com, on voulait entraîner effectivement les spectateurs au fur et à mesure, donc ce côté lié en termes de communication est voulu. Dans le texte même, il faut aussi penser au fait que les propos vont bien s'enchaîner, qu'on va pas avoir de rupture, qu'on n'a pas de chapitrage, qu'on n'a pas tout d'un coup des ruptures dans le discours, sinon ça devient pas possible à gérer en termes d'animation. Et puis il faut penser aux illustrations qui vont venir et qui vont coller de façon à ce qu'on puisse utiliser ce principe du fil de A à Z. Donc voilà, ça c'est un très bon exemple, je trouve, du fait que c'est un métier d'écrire le texte, parce qu'on n'écrit pas simplement un texte de com, on l'écrit en pensant animation tout de suite. D'accord ? Et juste pour la conclusion, j'avais prévu un truc rigolo. Voilà. Enfin moi, un film assez chouette sur Internet, qui a été primé d'ailleurs. Ça, c'est un exemple de film en 3D, sur un sujet qui n'existe pas. Donc c'est un film publicitaire sur les mérites d'aller vivre sur Mars. Voilà. Witness the stunning development on the surface of Mars. Resourceful, mysterious, and fascinating planet. Every day, the future of mankind is being shaped by the hands of countless engineers and architects who work tirelessly on terraforming the hostile atmosphere of Mars. Transformation is happening at a blazing pace, and it won't take long before all of us can find exciting new life on Mars. Voilà. Donc quel outil utiliser les motion designers pour faire ça? Donc l'outil standard pour faire du motion design, c'est After Effects de la suite Adobe. Et généralement, bon motion designer utilise de manière croisée After Effects et Illustrator à côté pour créer ses illustrations. Mais il y a un deuxième outil qui est très utilisé aussi de nos jours, et notamment qui permet de faire des petits effets d'ombre et de dynamisme, qui est Cinema 4D. Qui d'ailleurs maintenant est intégré avec After Effects. Et ils utilisent une foultitude d'extensions et de petits modules préétablis pour des animations derrière, dont certains sont payants. Oui, alors pour les pauvres qui n'ont pas de budget, donc les rédacteurs web par exemple qui voudraient se faire une animation, etc., quels outils alors à acheter, hein, je ne dis pas gratuit non plus, il faut arrêter avec le délire du gratuit, mais sur quels outils ils peuvent se baser pour tenter de faire eux-mêmes leurs animations, sachant qu'ils n'ont pas de budget, que c'est pour leur rédaction, etc. J'entends bien. Alors, si vous voulez, je mets tout de suite un warning, hein, c'est pas le sujet de façon de mon tuto d'aujourd'hui, mais
Il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui, ils se multiplient d'ailleurs, il y en a vraiment de plus en plus, qui sont des outils qui permettent de faire soi-même des animations, que ce soit des animations en whiteboard, d'ailleurs, je crois que c'est Expleni ou Expli de mémoire, qui permet de faire ça. Vous avez GoAnimate, vous avez Powtoon, P-O-W-T-2-O-N, vous avez VideoScribe. Bon, voilà, je ne vais pas tous les citer. Donc, ce sont des outils qui ont généralement des banques d'images. Hein, donc, vous allez forcément être limité dans les styles graphiques. Donc, vous avez de fortes chances de faire un film qui ressemble au film du voisin et qu'on a déjà vu. Donc, si vous voulez affirmer une ligne graphique, une image, une communication, c'est la limite de ce genre d'exercice. Voilà. Derrière, c'est pour répondre complètement à votre question, donc ces outils existent. C'est par exemple super sympa pour faire des présentations, animer un colloque, etc. Dès lors qu'on n'est pas dans une logique de communication et de communication externe. Avec un truc derrière, le début de mon exposé, encore plus qu'avec un motion designer, travaillez super bien votre écriture et votre objectif de com, parce que sinon, alors là, pour le coup, ça devient vraiment catastrophique. Alors, une question qui est la suite de la première. En fait, imaginons qu'une rédaction ait envie de miser sur le motion design. Ouais. Le problème de ces trucs-là, en général, c'est que c'est à chaque fois des prototypes. Or, dans des rédactions, on a souvent une logique. Alors déjà, un article en soi, c'est un prototype, donc il faut toujours tout refaire à zéro tout le temps. Donc, on a un souci de productivité et un souci de... Si on mise là-dessus, il faut pouvoir, quand on en fait, que ce soit facile, entre guillemets, rapide, standardisé ou standardisable autant que possible. Est-ce que c'est imaginable dans une rédaction de mettre ça en ligne de manière régulière et en misant dessus sur le long terme, ou vraiment non, c'est pas possible, c'est que des protos, on va en faire une fois pour se faire plaisir et basta? Ou est-ce qu'au contraire, on peut miser dessus à long terme? Alors, on peut miser dessus à long terme, on peut industrialiser. Alors, on est un bon exemple, puisque avant d'être une agence de digital learning, on a été un média en ligne, purement vidéo, que des vidéos avec du motion design, et on mettait en ligne... on était en rythme de croisière, on a été jusqu'à 4 vidéos mises en ligne par semaine. Voilà, donc oui. Je vais vous donner un deuxième exemple, puisqu'on a travaillé par exemple avec Le Monde, où on a travaillé avec publication il y avait un article dans Nature qui était sous embargo. On a pondu un film de motion design en 48 heures. Voilà, à partir d'une publication scientifique, pas de brut de décoffrage. Donc oui, on peut aller assez vite. Et on peut, bien entendu, au fur et à mesure... Alors, troisième exemple, on fait, nous, des parcours de formation. Des parcours de formation, ça peut être un MOOC, c'est parfois 33 films. Hein, donc 33 films à produire sur... bien entendu qu'il y a des gains de productivité, sinon ce serait compliqué. C'est-à-dire que vous avez au fur et à mesure que vous travaillez sur un sujet pour un client et dans une charte graphique donnée, vous avez des illustrations qui sont créées que vous allez réutiliser, donc vous n'avez plus à chaque fois créer des illustrations. Ça joue sur le délai. Ce que explique très bien les motion designers qui bossent avec nous, c'est que la première vidéo demande beaucoup plus de boulot, bien entendu, que les suivantes. Donc oui, vous allez petit à petit créer une banque d'images à vous, en travaillant avec un motion designer qui est intégré, et donc vous allez forcément avoir des gains de temps. Eh bien, merci.